Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien mes amis, nous sommes de retour, nous sommes le 30 avril et toujours aussi heureux de vous recevoir dans notre petit studio, mais on est ensemble, c'est le matin, on est tranquille. Alors quand je dis c'est le matin, c'est parce que vous avez la possibilité de nous suivre en direct quasiment avec le chat sur YouTube. En revanche, vous avez aussi tout loisir de nous écouter ou de nous regarder quand vous en avez envie. Vous êtes sur News Jardin TV, on va passer une heure ensemble, une heure à deux pour vous animer, pour vous raconter des choses sur le jardin et vous donner des bons conseils. Le numéro 2, il s'appelle Roland, il est là, il habite Vittel, il a le sourire. Salut Roland. Bonjour Patrick, bonjour les chatteurs et bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous parce qu'ils sont encore plus nombreux que les chatteurs. D'ailleurs, je vous incite à participer au chat parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Nous sommes le 120e jour de l'année. Oui, il reste exactement 245 jours avant la fête au Nouvel An. Oui, bon, tu feras un peu de fête avant, je pense, de temps en temps. Je vais m'entraîner, on est obligé. On le connaît. 10e jour du signe astrologique du Taureau. Salut les fonceurs. 11e jour du mois de Floréal. Tiens, on entend déjà la floraison. Là, ça y est, c'est parti. Le printemps est parti dans le calendrier républicain français, qui est officiellement dénommé le jour de quoi ? De la rhubarbe. Ah oui, la rhubarbe, moi j'aime bien. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la rhubarbe. Faut pas manger les feuilles ? Non, 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 je parlais pas de gens qui se sont intoxiqués, on va revenir là-dessus. Non, ça pousse pas forcément partout. Ça peut être capricieux. T'en cultives, toi ? Je te confirme, oui, chez nous ça va très bien parce qu'on a un terrain assez lourd. Ça vient pratiquement toujours, un peu d'exposition, mais surtout du sol. Au niveau exposition, pas le soleil trop violent, parce que c'est une plante qui peut mieux réussir, je pense, à mi-ombre. Pour les botanistes, la rhubarbe, c'est Rheum rapunticum pour la rhubarbe sauvage, ou la Rheum hybridum, parce qu'on fait des hybrides aujourd'hui pour avoir quoi ? Qu'est-ce qu'on consomme ? On consomme le pétiole, évidemment, la feuille, on la laisse. On peut faire du paillage avec la feuille. D'ailleurs, elle est tellement grande, on peut la poser à côté. On peut faire du purin aussi. Ah, du purin, oui. Purin de rhubarbe, paraît-il. Je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas essayé, mais mes copains m'ont dit que c'était bien contre les pucerons. Voilà. Alors, on fait partie de quelle famille, là ? Alors, j'ai noté, maintenant, pour me faire avoir chaque fois, les polygonacées, tout le monde le sait. Voilà, tout le monde le sait, mais on sait ce qu'il y a dedans dans les polygonacées. Il y a les polygonomes, oui, déjà. Voilà. Tiens, voilà, ça c'est fait. Et puis la rhubarbe. Et Phallopia et Persicaria, qu'on appelait aussi polygonome dans le temps. Muehlenbeckia. Oh, le Muehlenbeckia, ça me dit quelque chose, ça. Plante couvre-sol, petite feuille, pas du tout pour la région de Vittel. Nous, déjà, chez nous, c'est extra limite. On arrive difficilement à la garder. Et puis, on en avait parlé, le sarrasin. Oui, le sarrasin, les graines de sarrasin qui s'appellent aussi le Phagopyrum. Ah oui, bah là je vais retenir ça, oui. Bah si, tu devrais. Oui, je devrais, non, oui. mais voilà, tu es un expert, donc tu dois tout savoir. Et puis pour les tropicaux, il y a le cocoloba aussi qui fait partie de ces polygonacées. Alors, ce genre Rheum, une 50aine d'espèces quand même, plantes vivaces, on a dit rhizomateuses, les racines. Oui, très costaud, très solide, d'ailleurs c'est pratique pour les diviser. Parce qu'il faut les diviser. Ben oui, c'est un des secrets, ça. T'as plus le choix. D'abord parce qu'elle limite sa croissance, et puis il y en a tellement. Le fait de la diviser est extrêmement important, ça nous permet d'en remettre un peu partout, et surtout de redonner de l'ampleur aux pieds. Il y a une chose que l'on se pose toujours comme question par rapport à la rhubarbe, c'est combien de feuilles on peut arriver à couper dans la saison sans abîmer vraiment la plante. On va pas couper tout d'un coup d'abord, il faut en prendre un petit peu. Je sais pas combien, 1 sur 3, 1 sur 4, c'est quoi le mieux ? Nous on fait 1 sur 3. L'erreur de débutant, c'est dire tiens, j'ai une belle récolte, j'enlève toutes les feuilles. Eh ben oui, mais ça arrive assez régulièrement. Rappelez-vous quand même que la feuille est le moteur de la plante, donc il faut quand même lui en laisser. Alors tu récoltes à partir de quand ? Alors, on commence assez tôt au printemps, pratiquement avant la floraison. C'est beau la floraison, on pourrait en parler parce que c'est magnifique.
Mais bon, on la coupe, pourquoi? Parce qu'on privilégie les feuilles. Et là, on coupe assez tôt et on refait une petite ressucée, si je puis me permettre, au mois de septembre, où là, ça a redonné un petit peu, mais on en coupe beaucoup moins parce que les pétioles sont un peu filandreux. Alors toi qui es le fanat du paillis, tu en fais un petit peu de paillis dessus, c'est utile? Ah oui, capital, puisqu'elle aime bien les sols frais, elle aime bien les sols profonds. Le fait de pailler, ça évite l'évaporation. Pendant l'été. Alors il y a quand même une très 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 belle rhubarbe d'ornement qui s'appelle Rheum palmatum, qui peut faire des feuilles qui atteignent 1 mètre. Donc vraiment très 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 grosses plantes. Elles sont pas arrondies comme la rhubarbe comestible, elles sont légèrement dentées. Ça fait un petit peu palmé, oui, palmatum, hein, d'ailleurs, il y a une raison. Hein, voilà. Et tu parlais de la floraison. Alors là, en juin, on a des fleurs crème et qui peuvent même aller jusqu'au rouge et qui font des panicules, c'est-à-dire des sortes de grappes dressées qui peuvent pratiquement atteindre 2 mètres chez certains sujets. Donc il y a des belles rhubarbes très sympathiques que vous pouvez aussi mettre dans votre jardin. Ça se ressemble un petit peu tout ce monde-là, mais enfin déjà, avec ce que l'on vous dit ici, c'est déjà pas mal. Alors attention, dernière chose quand même sur la rhubarbe, seules les pétioles sont comestibles. Oui, les feuilles sont toxiques et donc elles contiennent un machin, je sais plus quoi. De l'acide oxalique, voilà, tout simplement, mais qui peut, parce que la concentration est forte, être jusqu'à mortelle. Donc ne faites surtout pas de salade de feuilles de rhubarbe. De toute façon, ça sera très désagréable à manger. L'acide oxalique, vous savez, c'est ce qu'il y a dans l'oseille aussi, mais à quantité beaucoup moindre, et qui donne cette amertume. Un anniversaire très important. C'est Grete Gwoll, qui est née le 30 avril 1915 et on la connaissait beaucoup mieux sous le nom de princesse Greta Sturza. Cette dame, elle a créé un des plus beaux jardins de France à Sainte-Marguerite-sur-Mer, le Vasterival. C'était, alors j'allais dire une collectionneuse, c'est pas vrai, elle n'avait pas la passion de la collection, mais elle avait la passion des plantes, donc ça revenait un peu au même, elle en mettait partout. Son jardin est énorme, immense, c'est un endroit où il faut absolument aller voir une fois dans sa vie. D'ailleurs, à partir de cette saison-là, à partir de maintenant, mois de mai, juin, il faut y aller, quoi. Vous allez vous régaler, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu la chance de la rencontrer, de l'interviewer un peu sur la fin de sa vie. C'était un personnage extraordinaire. C'était une princesse, quoi. Une princesse à la fois dans la réalité et à la fois dans les jardins. Donc n'hésitez pas à aller voir ce jardin. Attention, hein, il n'est pas comme ça ouvert au public, vous ne pouvez pas vous présenter. Il faut réservé pour la visite, c'est obligatoire. Et il faut être connu, il faut s'appeler Patrick Mulan ou faut... Non, c'est ouvert au public. Ah oui, d'accord. On paye Même le gueux de base peut y aller. Oui, bien entendu. Comme toi. Oui, c'est ça. Alors, les dictons, aujourd'hui, on fête la Saint-Robert, un abbé fondateur de l'abbaye de Cîteaux. Tiens, l'abbaye de Cîteaux, tu sais ce qu'ils font, l'abbaye de Cîteaux? Non, ils se lèvent tôt. Non, ils font du fromage. Ah oui, c'est vrai, mais oui, j'ai goûté en plus, mais oui, c'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme dicton? C'est aussi la Saint-Robin, n'oublie pas. Robin. Oui. Eh bien, j'ai un dicton justement pour toi, Patrick. Attention à la Saint-Robin, sous la tondeuse, pense à retirer la main. Oui, ça, effectivement. Mais c'est pas faux. C'est un conseil de prudence, mais bon, c'est vraiment du Roland. Plantez vos fèves à Sainte-Eutrope. Oui, on a aussi Sainte-Eutrope qui était un évêque de Sainte. Vous en aurez plus que de mottes. Ah bah oui. Et à la Saint-Pie, sur les buis, écrase des chenilles avant qu'elles ne mettent les feuilles en charpie. C'est en ce moment qu'arrivent les pyrales du buis. Méfiez-vous, regardez bien, et puis placez des pièges à phéromones, vous saurez qu'elles sont là. Et on passe à autre chose. Une question de François qui nous dit pourquoi lors de la taille dit-on qu'il faut couper une branche de chaque côté de l'arbre? C'est à cause de ce que l'on appelle la dichotomie. C'est valable sur ce qu'on appelle les dicotylédones, c'est-à-dire donc les plantes qui se ramifient. Quand on taille un palmier, on taille que les feuilles, mais si vous coupez le stipe, ça a du mal à repartir. Enfin, parfois du pied. Il y a certains palmiers comme les camérops par exemple qui font facilement des rejets, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Donc attention, quand vous faites de l'élagage, bon c'est plus la saison, hein, on élague vraiment en hiver. Lorsque vous avez une grosse branche qui a été abîmée ou qui a un chancre, etc., que vous devez éliminer, si elle part sur le côté droit, il va falloir, de l'autre côté, en couper une à peu près de la même taille, de façon à ne pas créer un déséquilibre, puisque vous avez votre axe central qui est donné par le tronc, et quand vous regardez bien la plante, généralement, son houppier, c'est l'ensemble de sa ramure, a un certain équilibre. C'est pas exactement systématique comme cela, mais vous avez une obligation d'équilibrage chaque fois que vous intervenez de façon un peu drastique.
Oui, puis c'est une question de bon sens et d'esthétisme. C'est vrai que si tu laisses... C'est plus que de l'esthétique, c'est important pour l'équilibre de la plante, même dans sa croissance. Je parlerai quand même d'esthétisme aussi. Quand sûr. tu te recules et que tu regardes la plante et si tu as coupé que d'un côté, forcément ça fait moche. Voilà. Attention à ça. En ce moment, si vous avez malheureusement une branche qui se casse, commencez déjà par la recouper. Au lieu d'avoir une plaie qui est toute déchiquetée, on va recouper bien proprement de façon à ce que la cicatrisation de la plante puisse se faire. Vous savez qu'aujourd'hui, on met en cause énormément les mastiques à greffer ou à cicatriser, donc je n'irai pas plus loin que ça, parce que sinon on va encore se faire tirer les oreilles. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Le gazon est quelque chose de très important dans la mesure où quasiment tous les jardins de France, du moins les jardins qui accompagnent des habitations, ont plus ou moins une pelouse d'une certaine dimension. Et la scarification fait partie des actions que l'on doit mener pour parfaire l'esthétique du gazon et même pour aider largement à sa croissance. Alors je sais que tu n'as strictement rien à faire de ça. Et c'était à peu près ça, je ne l'aurais pas dit aussi bien que tu viens de le dire. Oui, je m'en fous, pourquoi? Parce que le gazon, il est piétiné chez nous puisqu'il sert plutôt comme allée, et puis c'est vrai que même si j'ai de la mousse, moi ça m'arrange un petit peu parce que ça limite la tonte, donc ça pousse beaucoup moins vite. Et ça reste un espace vert. Alors, mais c'est mon point de vue, bien sûr. Alors oui, c'est ton point de vue qui n'est pas complet parce que tu nous parles de mousse, alors là je peux être d'accord avec toi, bon, plus ou moins, mais la scarification ne sert pas qu'à ça, loin de là. La scarification va permettre une sorte de rajeunissement des touffes de gazon dans la mesure où on va extraire ce que l'on appelle le chaume. Le chaume, c'est les vieilles feuilles qui se forment à la base de la touffe et qui donnent d'ailleurs ce côté un peu jaunasse qu'ont certains gazons. Et le fait de passer le scarificateur va régénérer complètement la pelouse. Et d'ailleurs, je crois que les Anglais appellent ça plus ou moins un régénérateur de gazon. Et les Anglais, ils s'y connaissent en matière de gazon. Attention, d'ailleurs, dans ce que vous a dit Roland, on pourrait avoir un outil différent. Parce que, encore une fois, les Anglais, eux, sont des petits malins, ou du moins des experts, et ils ne désignent pas le scarificateur de la même façon que l'extracteur de mousse. Vous avez le verticuteur, avec des dents à crochet, qui sont généralement articulés sur des ressorts et qui là vont simplement gratouiller et extraire la mousse. Ça, c'est pas une vraie scarification. Dans la définition de la scarification, vous avez le fait de faire des mini-sillons. Quand vous scarifiez la peau, vous faites des petits traits. Certaines peuplades font des scarifications ethniques traditionnelles. J'imagine, c'est pour ça que je fais une moue dubitative. Là, on utilise des appareils dont les dents ressemblent plutôt à des lames fines, verticales, et qui vont creuser très légèrement en surface. On descend à quoi? 2-3 cm maximum. Alors effectivement, en même temps, on va enlever la mousse, mais on crée cette régénération. Oui, puis c'est essentiel parce que je connais des jardiniers qui ne scarifient pas et qui mettent de l'engrais. C'est dommage parce que le feutrage, on a une couverture sur le gazon et si tu mets de l'engrais, forcément, il descend beaucoup moins bien. C'est nettement moins efficace qu'avec une scarification. Après la scarification, je vous conseillerais, plutôt que de mettre de l'engrais tout de suite, de faire un terrotage. Parce que vous allez créer une surface humifère qui est importante pour le développement racinaire qui est toujours superficiel du gazon. Et ça va vous densifier votre gazon. Une scarification bien faite, ça va vous permettre d'avoir une pelouse qui regorge de vigueur et qui est vraiment beaucoup plus belle. Comment on scarifie? Eh bien, la bonne technique, c'est de passer en longueur et ensuite en largeur, de façon à rien oublier. Soit il y a certains appareils qui ont un petit bac de ramassage automatique, mais ça se remplit à une vitesse incroyable. Donc le mieux, c'est de ne pas utiliser ça. Vous faites votre scarification, après avec un balai à gazon, vous ramassez bien, et ça, vous compostez. Parce qu'on va extraire des choses qui ont toute une valeur pour composter. Au niveau des scarificateurs eux-mêmes, il y a une foule de modèles. Il y a 10 ans, on en trouvait un modèle peut-être à tout casser. Maintenant, toutes les marques possibles, imaginables, vous proposent des scarificateurs. Un petit modèle électrique, vous allez avoir ça autour de 100-150 €. Alors après, modèle électrique, moi j'en ai vu quelques-uns en rayon, puisque je fréquente 2-3 magasins. On va plutôt parler de Non, j'en ai utilisé. Il y a une vidéo, évidemment, sur les télé, où on vous montre la scarification avec un appareil qui était électrique et qui avait vraiment une bonne efficacité. Et dans tous les modèles
qu'on a aujourd'hui de tondeuses à batterie qui commencent à arriver en Oui. masse sur le marché, généralement, il y a des scarificateur de qualité, et ça, c'est quand même quelque chose que je vous recommande. On scarifie 2 fois, une fois en cette saison, et puis une autre fois au mois de septembre. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mon cher Roland, est-ce que tu as de l'actualité? Parce que maintenant, ça bouge un peu. J'avais préparé dans mon jardin un poulailler, puis je l'ai pas mis parce qu'on est un peu encombré de renards. Ça me fait mal au cœur de voir des petites poules partir entre le bec du renard. Et je suis tombé sur un site, c'est pas une nouveauté, mais c'est une vraie tendance, et eux font bien leur boulot. Ça s'appelle magali.fr. Magali, eh bien, ils élèvent d'abord des poules en Bretagne. Ils vont nous les proposer par le biais de magasins, de jardinerie, etc. Et puis, ils ont travaillé sur les aliments, parce qu'on n'a pas toujours assez avec les déchets. Donc il y a ça, et puis ils ont tout un tas de conseils sur le site. On les retrouve sur Facebook ou Instagram également. On va apprendre qu'il faut au moins 25 mètres carrés par poule, oui, parce qu'elles ont besoin de gratter nos 2 mètres carrés dans le jardin. Ah oui, ah ben là, faut prévoir la place. Les nègres soies, Là, oui. les petites nègres soies qui sont jolies comme tout. On en a vu dans un jardin merveilleux, un jardin à visiter, celui-là aussi du côté de Beauvais, qui est le jardin du peintre André Van Beek. Il a des nègres soies qui se baladent alors qu'il a un jardin à l'anglaise, mais extraordinairement beau, bien entretenu et tout ça. Elles font pas de dégâts. Bon. Donc Oui, voilà. mais- Donc si vous avez un beau jardin et que vous voulez des poules, je vous conseille les nègres soies. Oui, vaut mieux parce que la bonne poule pondeuse, elle peut faire un peu de dégâts. On apprend que sa durée de vie, c'est 5 à 10 ans. On a tous les intérêts de la poule. Pourquoi, en plus du potager, c'est bien d'avoir des poules? Parce qu'elles vont consommer les déchets, vous aurez les œufs avec. Et puis, on a des jouets pour poules, puisque la poule est devenue un animal de compagnie à Oui. part entière, et donc on trouve des petits jouets aussi sur les poules. Il y a certaines poules qu'on appelle vraiment des poules de compagnie ou des poules d'ornement qui De sont- luxe. Oui, voilà, qui sont intéressantes. Notre ami Pierre-Adrien chez Truffaut, il en a des sortes avec Oui. certaines qui font des œufs bleus, enfin des choses extraordinaires. Donc n'hésitez pas à aller chez Magali parce que vraiment, je les connais aussi. Ils sont très, très experts. Moi, mon choix de nouveauté, c'est une découverte qui est pas très sympathique. C'est une luciole sud-américaine qui mange les vers de terre. Encore, Et qui arrive en France. Bah, encore. Non, énième il y a bestiole qui le vient ver manger. Obama. Là, c'est Photinus signaticolis, et qui arrive d'Argentine, d'Uruguay, et qui semble être un peu partie pour conquérir notre pays. Elle est apparue en 2016 en Espagne, et en 3 ans, elle a franchi les Pyrénées, et en 2020, on avait déjà vu dans les Pyrénées-Orientales une population qui s'était installée. Donc on pense que ça pourrait devenir une espèce invasive. Si jamais vous voyez ce type de ver luisant, eh bien il faut le signaler tout simplement au service de protection des végétaux de votre région. Ça peut toujours servir simplement au Muséum d'histoire naturelle aussi, qui regarde un petit peu comment se développent tous ces nouveaux ravageurs. Au niveau des salons manifestations, il est évident que ça commence à se développer en masse. Il y a à Barbizon, vous savez, Barbizon, c'est la ville des peintres, c'est la ville où il y avait Théodore Rousseau, où il y avait Camille Corot, où il y avait Jean-François Millet, qui ont peint des chefs-d'œuvre là-bas. C'est à côté de Fontainebleau, et pour la première fois, les 7 et 8 mai, donc la semaine prochaine, ils vont nous faire une fête des plantes qui s'appellera la fête des parcs et des jardins. Ça sera un accès totalement gratuit, donc ça vous permettra de découvrir le village, qui est mignon comme tout. Il y a des bons restaurants aussi, vous pouvez y passer. Non, mais c'est vrai, on connaît bien. Donc c'est un véritable lieu touristique, mais en plus, là, il y aura des exposants du jardin. Vous avez aussi une très grande fête des plantes qui aura lieu pendant le même week-end à la Roche-Guyon. C'est pas très très loin du jardin de Monet. Ça s'appelle Du Jardin à l'Assiette. C'est au château de la Roche-Guyon, qui est un des plus beaux villages de France. Là, il y aura beaucoup de monde parce que c'est devenu une fête assez importante. Et on aura même notre copain Pascal Garbe, qui est le directeur des jardins fruitiers de la Connexion. On vous le fera venir un jour. Il fera une conférence sur sa spécialité, qui est du jardin à l'assiette, puisqu'il a écrit des livres sur Tout se mange dans mon jardin, etc. Un petit coup de cœur pour Birds for Change. Alors, J'étais dans les oiseaux à fond, là. Birds of Change, eh bien, c'est une entreprise à mission, et ils ont envie de dépolluer l'environnement, mais alors de façon très originale. C'est qu'ils ont pris des oiseaux qui étaient pas toujours gentils, les pies, les corbeaux, qu'on a tendance à trouver envahissants chez nous. Eh bien, ils ont réussi à les faire collecter des déchets dans la nature et dans les villes. Il y a une vidéo qui est géniale sur leur site. Ils vont chercher des mégots. Les oiseaux ramènent
amènent ces mégots dans des petites boîtes et toc, dès qu'ils mettent un mégot, il y a la récompense. Ben oui, on marche tous comme ça. Et donc l'idée, c'est de dire, bah, évidemment, on va pas dépolluer la planète avec ça, mais c'est de dire aux humains, regardez, si eux y arrivent, pourquoi nous, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter de jeter nos mégots, de jeter nos cochonneries, nos papiers, etc. Et du coup, ça prend de l'ampleur. Moi, je vois souvent l'inverse. Les pies, par exemple, dans les poubelles de ville, parfois vous dites oh, les gens sont sales. Quand vous regardez bien, c'est les pies qui viennent piller les poubelles et qui virent tout et mettent tout autour. Et là, on se pose pas la question de savoir qui a laissé sa poubelle ouverte et qui a fait autant de déchets. Les poubelles municipales, les poubelles de base. Eh ben, elles sont fermées normalement. Pas partout. Ben voilà, donc c'est quand même l'homme le responsable. Bon, en tout cas, ça laisse la place aux oiseaux, ça donne une image un petit peu plus positive de ces oiseaux qui sont d'habitude un peu récriés, donc c'est très bien. Je voulais vous parler d'un baptême qui a eu lieu la semaine dernière. Un des plus beaux ginkgos de France a été labellisé arbre remarquable. Il est à Mains-sur-Loire. Alors, c'est vrai que Mains-sur-Loire, c'est pas innocent non plus. Là, ici, c'est le domaine Saint-Hilaire, c'est une maison d'hôte, le domaine Saint-Hilaire, qui a ce gros ginkgo. Et Mains-sur-Loire, c'est deux jardins sublimes à aller voir. Vous avez les jardins de Roquelin, à voir sur News Jardin TV si vous voulez. Et puis, vous avez aussi l'arboretum d'Ilex, cette collection de houx. Alors, c'est peut-être pas la saison idéale pour voir les houx, mais ça se passe dans un endroit assez humide, assez sympathique. Donc, 3 choses à voir dans un petit village du Loiret, un ginkgo remarquable et 2 très très beaux jardins. Et moi, au niveau du coup de cœur, je voulais simplement citer, puisqu'on parle de gazon beaucoup dans cette émission aujourd'hui, les gazons label rouge. Si vous voulez avoir un bon résultat, une qualité optimale de gazon, choisissez plutôt ceux qui sont avec ce label rouge parce qu'ils vous garantissent non seulement le choix des meilleures variétés par rapport à l'usage que vous allez en faire, il y a 2 usages aujourd'hui, il y a sport et jeu et il y a détente et agrément, mais aussi la bonne proportion des différentes espèces dans le mélange. Donc ce sont souvent des gazons un petit peu plus chers que les autres au niveau de ces semences, mais vous êtes certain d'avoir quelque chose de vraiment très très bien. Il y a autre chose qui est extra, c'est de se reposer 2 secondes pour écouter une toute petite page de publicité. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. C'est moi, GG, qui dit « Après avoir suivi votre vidéo sur la fertilisation du gazon, j'aimerais savoir quel pourcentage de NPK a donné à ma pelouse. » On ne quitte pas le gazon, hein, oui, on reste vraiment dedans. Alors, la question, ça ne se pose pas du tout en ces termes. Hein. Si vous regardez bien dans le commerce, vous prenez tous les engrais gazon qui existent, vous regardez la composition NPK, je vais revenir pour vous expliquer 2 secondes ce que c'est, mais il n'y en a pas 2 pareils. Explication. N, PK, ce sont les 3 éléments de base que vous retrouvez dans tous les engrais complets, qui sont N égale azote, P égale phosphore, et K égale potasse. Ah, quand même. Donc voilà. Donc ça, ces 3 éléments-là sont complémentaires, ont une action spécifique, on ne va pas s'étaler là-dessus, on l'a déjà fait, on y reviendra. Les chiffres qui les accompagnent s'expriment en pourcentage. Quand vous avez un N8, ça veut dire 8% d'azote dans la composition de l'engrais. Sur les engrais gazon, en cette saison, qui est une saison de croissance, on peut effectivement avoir un engrais dont la présence azotée est relativement importante. Je dis bien relativement. Il ne faut pas, sur un engrais gazon, avoir un 25,3 par exemple. Ça n'aurait aucun sens, parce que ça voudrait dire oh, je fais vraiment pousser le gazon. Non. L'intérêt, c'est d'accompagner la croissance du gazon, l'alimenter, parce que quand même, le gazon est une culture pérenne, qu'il pompe quand même en permanence de la nourriture. Donc le fait de le nourrir, c'est quand même pas complètement idiot. Même si, n'oubliez pas la photosynthèse qui est l'auto-alimentation de la plante. Elle est capable, grâce à la photosynthèse, de fabriquer sa propre nourriture. C'est pas rien. Derrière ça, si vous vouliez savoir exactement le dosage idéal NPK, il faudrait commencer par faire une analyse de sol.
Parce que l'engrais, c'est quoi? C'est venir complémenter les déficiences du sol. Si vous avez un sol extraordinairement riche, bien équilibré, etc., l'engrais ne sert strictement à rien. La plante est bien nourrie et tout va bien. C'est ce qu'essaye de faire Roland dans son jardin. C'est ça, et tout part par l'analyse de sol, ça coûte pas très cher, une 50aine d'euros. Ça peut paraître cher, mais si on peut faire des économies derrière. Voilà. Mais toi, ce que tu fais dans ton jardin, c'est d'essayer d'obtenir ce sol équilibré qui t'évite d'utiliser des engrais quand tu peux. Évidemment. Et donc là, dans ce cas-là, je pense que soit vous faites effectivement cette analyse de sol, soit vous faites confiance à un engrais gazon du commerce qui, généralement, a une composition assez bien équilibrée. Maintenant, je ne veux pas aller vraiment plus loin là-dessus, sachant qu'on peut simplement conseiller 2 applications d'engrais par an sur le gazon. Une, maintenant, pour favoriser la croissance, bien avoir une pelouse solide, et puis, à l'automne, vers la mi-fin septembre, à ce moment-là, on prend quelque chose de très différent avec plus de phosphore, plus de potassium, de manière à ce que l'on renforce le système racinaire et qu'on renforce tout simplement la résistance de la plante en général. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, on va vous proposer aujourd'hui un dossier sur une des plantes, je pense, les plus ravissantes, les plus intéressantes, les plus diversifiées et parfois les plus casse-pieds qu'il peut y avoir pour le jardin, à savoir l'hosta. Et je me retourne vers ma petite jardinière qui est une fana furieuse d'hosta. Pour moi, c'est une plante un peu incontournable quand vous avez un jardin ombragé, et c'est notre cas, parce que c'est une plante qui résiste vraiment dans les endroits qui sont peu éclairés et qui sont, comme dans ton jardin d'ailleurs, riches en humus et avec une terre consistante et humide. T'en as ? Oui, bien sûr. On a un grand sapin qui date de Mathusalem. Et donc, dessous, évidemment, c'est toujours difficile de gérer. On a planté des rosiers lianes pour mettre dedans. Et au pied, bien sûr, il y a de l'ombre. J'ai fait un massif de hosta. Ouais, donc, ça se dessèche souvent au pied des sapins, donc il faut arroser. Ah ben, papa, il arrose, de temps en temps, oui. Et puis, c'est très bien paillé aussi. Il y a une chose à dire en botanique sur l'hosta, c'est qu'il y a une sorte d'amalgame ou de confusion. Parce que en 1812, le botaniste autrichien Leopold Trattenink donnait le nom hosta, et 5 ans plus tard, en 1817, un autre botaniste, mais qui était allemand, Kurt Sprengel, qui était très très important celui-là, donne le nom de Funkia. Quand j'ai commencé mon travail dans les années 70, le mot hosta n'était pas utilisé. Ah bon ? La plante, on l'appelait Funkia, 1817. Et on peut trouver encore aujourd'hui, comme nom commun, le nom Funkia. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Les anglo-saxons l'appellent le lys plantain. Ah le plantain, effectivement, la feuille est grosse, on pourrait confondre. Voilà. Parce que, regardez bien les nervures d'une feuille d'hosta. Elles sont parallèles. Comme celle du plantain, les feuilles sont assez plates. Alors il y en a maintenant qui sont de formes très différentes, parce que c'est ahurissant ce qu'il existe comme cultivar. Oui, là il y en a un paquet. Quelle est la famille botanique des hostas ? Excuse-moi, les asparagacées, allons. Oui, mais il n'y a pas longtemps. Oui, d'accord, mais j'ai juste. Parce qu'avant, on l'avait mis dans les liliacées. D'ailleurs, je vois pas trop le rapport entre l'hosta et la tulipe, parce que quand on regarde les feuilles, les fleurs et tout ça... Quand ça sort, peut-être. Quand il est très jeune, la feuille est un petit peu enveloppée. Tu pourrais éventuellement... Un peu engainante, tu veux dire. Bah oui, pourquoi pas. Plantes qui sont toutes originaires de Chine et du Japon, donc qui poussent naturellement dans des sous-bois humides, on vient bien de vous le dire, et il faudra absolument leur offrir cette fraîcheur. Si vous mettez des hostas en plein soleil, surtout avec les températures qu'on peut avoir maintenant dans nos étés, ça va pas le faire. En midi méditerranéen, c'est compliqué à conserver. Il faudra vraiment faire des fosses avec du terreau, avec quelque chose de très moite, et puis le mettre vraiment complètement à l'ombre. On va pas parler des différents cultivars. Il y en a énormément. Il y en a quand même un, je pense, qu'il faut peut-être mettre en valeur, qui s'appelle Hosta sieboldiana Frances Williams. C'est un grand hosta, feuillage vert bleuté. Il y a beaucoup d'hostas qui sont à feuillage glauque. Et là, il est marqué d'une large bordure jaune dorée. Après, vous allez me dire, il y en a plein qui ne s'appellent pas Frances Williams et qui ressemblent à cette description-là. C'est vrai. Mais celui-là, c'est un des hostas historiques. Je veux dire, il a démarré vraiment l'ensemble de la folie des hostas. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, tout début 70, c'était pas une plante qu'on cultivait énormément. Et puis, beaucoup d'horticulteurs, notamment en Belgique, en Hollande, en Allemagne aussi, se sont passionnés par ça, ont créé des hybrides. Vous avez des hostas dont les feuilles, à l'âge adulte, font
allez, 5-6 cm, et vous en avez qui font plus d'1 mètre. Entre ces 5-6 cm et ce mètre, vous avez toutes les dimensions possibles, imaginables. Vous avez des feuilles plates, vous avez des feuilles qui sont comme globuleuses, elles sont toutes gaufrées. Et vous en avez des lisses, vous avez des vrillés, et vous avez vraiment un choix extraordinaire. Alors à mélanger avec des plantes d'ombre aussi, avec des astilbes, par exemple, toutes les plantes de fraîcheur, avec des accords, l'accord panaché, Acorus gramineus variegatus. C'est vraiment une plante qui peut aussi aller avec les hostas. Et malheureusement, comme ce sont des plantes qui poussent dans ces éléments un petit peu humides, eh bien... Les limaces en raffolent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut les planter en pot. Quand on a des pots assez hauts, c'est très joli parce qu'on a des formes de hostas qui sont un peu retombantes sur ce pot qui est assez dressé. C'est même accessible pour les balcons, à l'ombre bien sûr. Alors, il semblerait, moi je mets plein de bémols parce que j'en ai cultivé et elles ont fini par disparaître quand même si on traitait les limaces. Il semblerait qu'il y en ait qui soient plus résistantes que d'autres. J'ai les noms, on m'avait conseillé de prendre, je crois que c'est Alcyon. Alcyon, et on m'avait dit, tu vas voir, les limaces, elles en avaient bouffé quand même. Ouais. Alors si tu veux un truc débile que j'ai vu sur l'internet pour éviter que les limaces dévorent les hostas, c'était de les cultiver en pot. Alors les limaces elles grimpent sur les pots, mais donc comme la personne savait que ça grimpait sur les pots, de déposer de la vaseline sur le bord du pot de façon à ce que la limace glisse et ne puisse pas atteindre l'hosta. Je vous ai dit que c'était un truc débile, donc je maintiens que c'est débile. Je vais vous en conseiller quand même 2-3. El Niño, je trouve qu'elle est très mignonne parce qu'elle est vert glauque bordée de blanc. Ça, c'est très lumineux. Love Pat. Alors, pour les fleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les fleurs d'hosta, qui sont des inflorescences dressées largement au-dessus du feuillage, avec des clochettes plus ou moins retombantes, sont soit blanches, soit mauves, lilas, et certaines sentent très très bon. La fleur, elle est intéressante aussi chez cette plante-là, et cette variété Love Pat, très florifère blanche, et elle a des feuilles glauques qui sont cloquées. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Les cloques. Voilà, les feuilles qui sont cloquées. Il y a Enterprise, ou Entreprise, comme vous voulez, qui est vert soutenu à centre blanc. Moonlight, alors oui, pareil, il y a des nuances de vert incroyables. Là, on est dans le pistache marginé de blanc, c'est très très joli. Et puis je terminerai avec Allegan Fog, qui est ondulé, vert foncé, avec un centre vert plus clair. Donc il y en a tant et plus, mais en tous les cas, n'hésitez pas à cultiver les hostas et mettez des appâts anti-limaces. Dune 91 qui nous dit « J'ai opté pour un bokashi récemment afin de produire un engrais naturel pour mes plantes à partir des épluchures de légumes. Je débute totalement et on m'a offert un phalaenopsis il y a 1 an, mais il n'a pas fleuri. Du coup, ma question, est-ce que l'engrais du bokashi est bon ?» Alors ça, c'est aussi une question qui ne devrait pas se poser en ces termes-là. Si le phalaenopsis n'a pas fleuri, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on utilise un engrais X, Y ou Z. C'est souvent des questions d'exposition. On y reviendra. Il y a énormément de choses. Il y a 2 vidéos sur comment faire refleurir son orchidée sur News Journal TV. Donc là, vous avez tous les conseils. Là, on va parler du bokashi parce que c'est ça qui m'a interpellé. Qu'est-ce que le bokashi ? C'est une marque, hein, on va dire. C'est un composteur de chez Ozlock. Non, c'est pas de chez Ozlock. Aujourd'hui, la marque Ozlock vend un bokashi, mais c'est pas une marque de chez Ozlock. C'est un microbiologiste japonais qui s'appelait Teruo Iga, qui a créé le principe en faisant des expériences sur les micro-organismes aérobies associés à des bactéries comme des ferments lactiques, qui étaient, elles, anaérobies et avec des levures. Il travaillait là-dessus et puis il a balancé comme ça le trop-plein de ce qu'il avait et il s'est rendu compte que les plantes qui étaient à cet endroit-là, elles se mettaient à pousser de façon terrible. Il s'est dit, tiens, c'est quand même rigolo, est-ce que ça serait pas mes microbes qui aident ça ? Et dans les années 1980, donc 10 ans plus tard, il a mis au point cette technologie qu'il appelle EM, Effective Micro-Organismes, donc les micro-organismes efficaces, et créé la poudre EM Bokashi. Effectivement, tu as raison, c'est une marque, mais c'est une marque qui peut être diffusée par plein de distributeurs, dont Ozlock, effectivement. Pour moi, c'était du thé de compost, quoi, pratiquement. Donc, si c'est du thé de compost, on ne peut pas appeler ça réellement un engrais. Non, le thé de compost va être la partie liquide que l'on va récupérer du bokashi. C'est très compliqué cette histoire-là, parce que normalement c'est un compostage qui se fait en 2 étapes. La première étape, c'est une sorte de compostage par fermentation anaérobie. On met tous ces biodéchets dans un seau étanche et on tasse tout ce truc-là et il va y avoir une fermentation lactique qui va se développer.
Une fois que c'est fait, eh bien, on va faire un compostage à l'air de manière à décomposer. Et l'avantage théorique du bokashi, c'est que la transformation entre le déchet et le produit utilisable est beaucoup plus rapide, puisqu'il semblerait qu'en un mois, on obtient des produits tout à fait valables, sans avoir à se soucier du fameux rapport carbone-azote. Donc, est-ce qu'il faut mettre un petit peu d'éléments cellulosiques, brun et vert, comme tu dis? Non. Avec le bokashi, a priori, ça fonctionne comme ça. Je n'irai pas plus loin. Je pense que le modèle d'Ozlock, on l'essaiera, on vous en fera une vidéo, et on essayera de comprendre est-ce que ça vaut vraiment le coup. Ce qui vaut le coup, c'est de se prendre un petit café maintenant, se reposer 2 secondes, et puis d'écouter une page de publicité. Plantez, plantez encore. Gardez le rythme. Allez-y, vous êtes doués. Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Mesdames, Messieurs, le grand Roland Motte de Vittel lui-même, en personne, va vous expliquer ce qu'il va faire toute la semaine prochaine. Et Dieu sait si, en ce moment, il y a du boulot dans les jardins. Oui, est-ce que ça vaut le coup d'en parler d'ailleurs? Il y a tellement de boulot. Donc on va passer cette chronique rapidement. D'abord, aller me balader en jardinerie parce qu'il y a en ce moment tout un tas de fleurs sur lesquelles on va craquer. Il y a des vivaces très intéressantes et donc vraiment des belles choses. C'est magnifique. Est-ce que tu veux que je fasse un petit coup de gueule? Bah oui, ça te changera un peu. Pourquoi pas? Non. Ce que vient de vous dire Roland, il a 2000 fois raison. Donc allez dans les jardineries, faites-vous plaisir, mais faites très attention. Parce que on vous mélange tout, on vous met des plantes qui vont pas ensemble, simplement pour faire joli dans le magasin. On vous met des végétaux rustiques avec des végétaux frileux, on ne vous indique que très très rarement que ce sont des plantes frileuses. Par exemple, en ce moment, il y a des bougainvilliers mais qui débordent de partout dans les jardineries de la région parisienne. Aïe, aïe, aïe. Ben, ça dépend, si tu les mets en serre, si tu les mets en véranda, ça tient le coup. Oui, quand tu vois le nombre qui est proposé par rapport au nombre de vérandas ou de serres qui existent potentiellement dans la région, et on va donner envie d'acheter un truc qui, au mieux, fera une saison. Pourquoi pas? Mais il faut le dire. Et comme on vous le dit pas, eh bien, vous achetez ça sur le coup de cœur, le même coup de cœur que ce que vous a dit Roland, et après vous avez une déception. Je ne veux pas qu'on ait une déception. Le jardin, ça doit être un plaisir, et il va falloir aussi se dire qu'un jardin, ça doit être une réussite, et cette réussite, elle passe par la culture de plantes adaptées à la région. C'est pas ça qui me choque, moi, parce qu'il me semblerait anormal qu'on n'ait pas de bougainvillée dans une jardinerie en ce moment. Ce qui m'embêterait plus, c'est que je n'ai pas l'information. Donc, soit l'information est sur le chromo, l'étiquette, soit j'ai un vendeur pas loin qui me dit « Faites gaffe quand même, ici, dans votre région, ça peut craindre un petit peu », mais c'est le seul truc. Sinon, le fait qu'ils aient du choix, ça me semble essentiel, et ça me rassure qu'il y ait plus de plantes dans les jardineries. Bien sûr, au moins qu'on comprenne, quand on est dans un magasin, ce qui va nous arriver. Je pense que les magasins spécialisés devraient être des aides à la décision d'achat pour pouvoir obtenir un bon résultat. Idem d'ailleurs au niveau de la pépinière, parce que des plantes méditerranéennes, c'est ça qui domine dans l'offre des jardineries. Maintenant, je voudrais savoir ce que tu voudrais faire dans ton jardin. Bon, je vais aller en chercher et je vais les planter. Même si la fleur va peut-être geler un petit peu, parce que nous ne sommes qu'au mois d'avril, jusqu'au 15 mai, on peut encore avoir... Ouais, une fois tous les 15 ans. Ça arrive encore quand même. Hein. Bon, semis de fleurs, comestibles, bien sûr. Ça m'aurait étonné. Mais oui, mais les capucines, c'est magnifique. La fleur se mange. La fleur est belle. Les légumes et la viande avec le puceron.
Moi, c'est... Ouais, mais c'est pas gênant, parce que pendant que les pucerons, là, ils vont pas ailleurs, donc c'est très bien. Et puis à la fin, tu récoltes les graines, parce qu'il y en a des tonnes, il y a certaines variétés qui ont des tonnes de graines qui tombent, tu ramasses ça, tu fais ça, confit au vinaigre, c'est excellent. Tu devrais manger, en tout cas, de la capucine, c'est très bon. Bourrache et souci, tu risques de les sarcler un petit peu. Tu m'as donné des graines d'œillet d'Inde, donc ça c'est fait, j'attends que ça lève. Bon là, je les ai mis assez tard. Tu les fais pour les limaces, hein, tu m'as dit. Entre autres pour les limaces, mais il en restera quand même un ou deux. Et ça, tu les sèmes à la volée comme ça, ou tu fais des repiquages? Je sème à la volée, ça va tout seul, de toute façon on en trouve assez régulièrement, donc à la volée. Même l'œillet d'Inde? Oui, je sarcle un petit coup dessus, et puis ça va, je bouge des trous comme ça. C'est un peu tard hein, quand même l'œillet d'Inde, il aurait fallu le faire au mois de mars, ça aurait été mieux. Oui, mais tu sais, chez nous, quand le sol est réchauffé, alors le Grand Est simplement, ou les régions montagneuses, eh bien c'est vrai qu'on est prudent et nous attendons un petit peu. Un petit coup d'œil à la ruche quand même. Mais le coup d'œil il sert à quoi? Il sert à voir si tout va bien, si les abeilles sont bien en train de rentrer, de sortir, s'il n'y a pas de problème particulier. Bon, on va voir déjà si tout fonctionne bien. Mais si ça fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend de ce que c'est. C'est un peu le même principe que les plantes. Quel pourrait être le problème? Est-ce qu'il y a bon nombre d'abeilles? Est-ce que j'ai pas un souci? Oui, après on s'inquiète et puis lorsque j'ai ça, eh bien je vais voir un spécialiste, mon voisin, qui me dit fais gaffe, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Faut arroser un petit peu, notamment quand on est en serre. Indispensable en serre, souvent on se fait avoir, mais on y plante les tomates, les aubergines, les poivrons, tout ce qui craint un petit peu. Et surveillance, parce que dans la serre, il fait très chaud la journée. Alors ça a beau, j'ai des ouvrants, hein, on ouvre les portes, mais quand même, ça chauffe très très vite. Donc là, il faut surveiller l'arrosage. Ça, c'est très important. Sur tout ce que vous avez planté en pot et en bac, c'est exactement la même chose. Attention, je l'ai déjà dit plein de fois, je le redis, quand il pleut, c'est pas pour autant que ça arrose bien les plantes en pot. Parce que souvent, vous avez le volume de la plante qui est important, même qui déborde la largeur du pot, et l'eau ruisselle sur l'extérieur et n'arrive pas au pied. Donc méfiez-vous et vérifiez bien tout ça. Oh, l'homme du paillage, évidemment. Allez, on y va. Oui, si je te l'ai déjà dit, je te le redis, je vous le redis, si je peux arriver à tout pailler partout, ça serait du bonheur. Donc évidemment, là, on rajoute un petit peu de paillage lorsqu'on en a la possibilité. Alors moi, je vais vous donner une possibilité pas chère, c'est que si vous avez des haies, vous les taillez, et vous avez un broyeur, vous les broyez, et vous faites du BRF. C'est la meilleure façon de recycler de façon efficace, pratique et pas chère, des éléments organiques. Parce que le paillage acheté dans le commerce, ça peut commencer à coûter très très cher. Parce que vraiment, ils ne le donnent pas. Hein. Si on a une scierie aussi dans le coin, on peut récupérer aussi gracieusement des copeaux de bois et ça marche très bien. Idiots, bientôt ils vont te les vendre. Hein. Ben oui, mais pour l'instant, il y a encore des failles. Les pucerons qui arrivent en masse, là, qu'est-ce que tu leur fais? Salut les pucerons, parce que tout dépend des plantes atteintes. Lorsqu'il s'agit des légumes et des jeunes plants de légumes, là évidemment, je vais enlever simplement à la main, un petit coup de savon noir éventuellement, mais je le fais moins. Mais surtout sur les arbustes, je laisse parce que ça s'équilibre bien. On a quand même pas mal de coccinelles. Sur les cerisiers, moi je vous dis quand même, coupez toutes les pousses qui sont vraiment tordues, qui souvent sont un chapelet uniforme tout noir de pucerons. Donc ça, quick, le sécateur, et après, dans le barbecue pour cramer tout ce petit monde-là. Tout dépend de la hauteur du cerisier quand même. Hein, ouais. Oui, t'as raison, mais je le vois même en bas. Sur certains cerisiers, il y a déjà ça. Bon, on fait ce qu'on peut déjà. Sur le rosier, vous faites pareil. Sur les groseilliers, vous faites pareil. Il n'y a aucune raison. Ah oui, tu voulais nous bouturer les figuiers. Alors explique-nous comment tu fais là. Bouture de figuier, couper un petit bout de 20 cm, un peu comme la bouture à bois sec, mais là, sauf qu'on est en pleine végétation, donc je vais le faire rapidement. Il y a 2 feuilles aux extrémités, donc trouver une pousse qui va bien convenir, et puis recouper peut-être. Réduire les feuilles, faire l'habillage, comme on appelle. Je vais les laisser engoder pour les maîtriser plus facilement. Bon, il va vous faire des vidéos, comme ça vous regarderez en même temps. Bon, il y a énormément de semis, notamment toutes les fleurs annuelles, il n'en parle jamais parce qu'il n'en fait pas, à part celles qui se mangent. Non, mais par exemple, les belles de jour, les bleuets, les immortelles, les centaurées, les cosmos, les clarkia, les lavataires, le lin, les nigelles, enfin, il y en a énormément que vous pouvez semer, comme il disait, comme ça, dans les massifs, et il n'y a pas besoin de faire un énorme travail derrière ça. Beaucoup d'autres choses, on y reviendra. Ne vous excitez pas non plus, en une semaine, il y a le temps de faire quelque chose, et si vous avez oublié, vous le ferez la semaine prochaine. Surfing, vous savez que Roland nous emmène autour du monde grâce
à Instagram. Et là, tu vas nous emmener carrément au Japon. Oui, c'est Monsieur Hashimoto, donc ça va, c'est un nom classique, ça doit être un Dupont, je pense, pour là-bas. Hein. Il est à Shiba, au Japon, c'est une petite presqu'île juste à côté, en face de Tokyo. Il a 3005 abonnés, il a 1483 publications. Je suis tombé dessus avec le hashtag jardin, quand vous faites hashtag jardin, vous arrivez à plein de choses. Et c'est son jardin, c'est chez lui. Il nous prend des photos de son jardin. Il met pas toujours les noms parce qu'il les connaît pas, mais j'ai eu la traduction des commentaires et j'ai bien aimé les commentaires. La viola, bon, il y a une photo de pensée, mais la viola se réchauffe et fleurit joyeusement. C'est un petit peu poète. Il y a une clématite sauvage, mais les graines de clématite hivernale ressemblent à des flocons de neige soufflés dans le vent et envolés. Alors bon, après la traduction, c'est Google, hein, donc. Non mais c'est ce que l'on appelle des haïkus en japonais. Et il y a souvent des très 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 jolies phrases comme ça. Oui. Par exemple, il y en a un que j'ai mémorisé, qui dit « Une fleur s'est envolée, c'était un papillon ». Voilà, c'est joli, oui. C'est le genre de choses comme ça. Mais voilà, tu l'as aussi. Il y en a encore un autre. Pour une jacinthe, les blés de Suisse ont levé le visage hors de terre et ont beaucoup grandi. Alors il dit les blés de Suisse, j'ai pas trouvé. Enfin, ça c'est la traduction de Google, je pense. Sans doute. Mais peu importe, on était au Japon, on a rêvé et ça c'est sympa. Suivez bien ce que vous dit Roland et puis des hashtags jardin, il y a énormément de choses. Là, on va aller sur des petits livres qui sont arrivés ce printemps. Alors ça c'est pour Roland, il va s'exciter comme une puce avec ça, se nourrir de son jardin. C'est certainement pas le meilleur livre que j'ai pu lire là-dessus, même si la personne qui l'a écrit est assez connue dans le domaine. Il s'appelle Charles-Hervé Gruyer. C'est celui qui a fait la fameuse ferme de Bec et Loin. Ouais. Franchement, c'est intéressant, mais c'est utopique. C'est un livre sur la résilience pour avoir une sorte d'autonomie alimentaire, donc c'est restrictif, on se culpabilise à chaque fois, et puis bon, c'est un travail de dingo, c'est un travail de romain. Bon, pour les passionnés de ça, surtout les adeptes de la permaculture, je pense que ça fera partie des bibles à ne pas oublier. Voilà, regardez un petit peu, on retombe au 19e siècle, on laboure avec un cheval, enfin bon, que des trucs que de toute façon je réprouve totalement, mais je vous en parle quand même, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir l'esprit ouvert. Mais globalement, franchement... Avec une introduction comme ça, c'est quand même... ben non, c'est sympa, je trouve au contraire d'avoir des chevaux. J'ai visité chez un professionnel du fruitier, eh bien, il travaille aussi, c'était pas un cheval, c'était une mule, mais pour nettoyer entre les rangs, eh bien, il n'avait plus de produits phytosanitaires, et donc sa mule passait régulièrement pour nettoyer les rangs. Mais là, on laboure avec un cheval, c'est-à-dire on fait exactement ce qu'on faisait, je vous dis, au 19e siècle. Bon, peu importe. Au prix de l'essence... On peut toujours trouver que c'était mieux dans le temps, mais bon, peu importe. Ce livre... Il est pas mal quand même pour ceux qui sont passionnés, il est très dense, vous voyez, il n'est pas très gros, il est chez Ulmer et il vaut 16,90. On va faire quelque chose de plus urbain qui correspondra peut-être mieux à ma sensibilité. Là aussi, je vais gueuler comme un âne, parce que le titre, c'est éculé comme totalement, vos plantes d'intérieur vous veulent du bien. Dans les années 80 déjà, ça fait un moment, hein, on avait découvert qu'il y avait eu une expérience de la NASA qui avait montré que les plantes pouvaient être absorbantes au niveau de certains toxiques que l'on trouvait dans la maison. Et là, on revient un petit peu dans le même esprit avec la purification de l'air, avec tout ça, qui depuis a été largement démontré que c'est pas faux, mais c'est totalement epsilon, notamment au niveau des plantes de la maison. Les plantes dépolluantes, on va les mettre de côté. En revanche, il dit des choses qui pourraient nous séduire quand même, du genre les plantes sont apaisantes, réconfortantes, source de bien-être, favorisent la créativité. Là-dessus, je suis d'accord, mais quand on regarde le bouquin, l'illustration, c'est pas vraiment sexy. C'est pas ça qui vous donne quand même l'idée de vous reposer, de vous apaiser, de vous relaxer, regarder les images. C'est pas vraiment formidable. Donc c'est un petit bouquin, c'est fait par Larousse. Je pense que c'est simplement un livre traduit. C'est pas des maquettes qu'on fait en France, c'est vraiment très british. En revanche, c'est facile à lire parce que vous avez des petits carrés comme ça, vous lisez des petites choses et c'est 12,90, donc c'est pas la ruine. Si vous voulez vous lancer discrètement dans les plantes d'intérieur, vous pouvez lire ce type d'ouvrage. Mais qui sonne à cette heure-là, c'est Maria qui nous dit: est-ce que les variétés que vous avez montrées dans l'une de vos vidéos sur les plantes parfumées sont utilisées pour extraire le parfum d'iris?
Alors, on n'a pas vraiment fait de vidéo sur les plantes parfumées. En tous les cas, non. En aucun cas, ce sont les iris du jardin. Ce n'est pas les iris germanica que l'on cultive habituellement, puisque, en fait, le parfum est extrait essentiellement de 2 espèces d'iris. L'iris de Dalmatie, qui en botanique s'appelle iris pallida, et l'iris de Florence, qui est iris fiorentina. Mais où est le parfum de l'iris? Il n'est pas dans la fleur? Non. Il y a quelques fleurs parfumées. Il est dans le rhizome? Voilà. Mais il est dans le rhizome, mais pas aussi facile que ça. Cultiver l'iris pendant 3 ans, le temps que le rhizome se concentre dans un principe chimique naturel qu'on appelle des irones. Je ne fais pas la liaison exprès, ça s'écrit I-R-O-N-E, qui est des molécules parfumées, mais après déshydratation. C'est-à-dire que si vous arrachez un iris de Dalmatie avec son rhizome, et que vous cassez le rhizome, que vous le sentez, il n'y a rien. Il n'y a pas de parfum. Donc vous vous dites, bon sang, il nous a bluffé. Et oui, parce qu'il y a tout un boulot à faire. On va réduire en poudre les rhizomes après arrachage et les distiller à la vapeur. Il faut généralement 6 ans de culture avant de pouvoir commencer à obtenir ça. Et pour vous dire une certaine idée de la richesse de ce parfum, il faut 13 tonnes de rhizome pour faire 1 kilo d'absolu d'iris. Et le prix peut atteindre 100 000 € le kilo, évidemment. Et qui est-ce qui a commencé à utiliser ces iris à parfum? J'allais te poser la question, qui c'est le mec qui va broyer des rhizomes pour essayer d'extraire ça? Il faut se dire une chose, c'est que toutes ces extraordinaires techniques ont été découvertes par hasard. C'est Catherine de Médicis, on était au XVIe siècle, qui a commencé à utiliser l'iris comme fragrance. Et on est pratiquement certain qu'il devait y avoir des iris qui avaient été arrachés et laissés dans un coin à se dessécher, et à un moment donné, il y en a un qui a cassé le rhizome, alors, volontairement ou pas, et a découvert le parfum. C'est comme ça que ça se passe dans l'histoire de la découverte de ce genre de choses. Et donc, cette odeur douceâtre de violette qui a ensuite été incorporée à la poudre de riz. Il y a aussi des parfums de luxe et même d'ultra-luxe qui utilisent l'iris. La fragrance Chanel numéro 19, il y en a déjà. Bon, ça, c'est un parfum que pratiquement tout le monde peut s'offrir. Mais la marque de luxe, de grand luxe, Hermès, elle vous fait iris avec un H, H-I-R-I-S, 95 € les 100 millilitres, mais on aura mieux. Et alors, je voulais vous dire ce qu'en a dit Jean-Claude Héléna. Jean-Claude Héléna, c'est un très grand parfumeur. Il dit « Une aquarelle sensible qui compte la fraîcheur de l'aube et la beauté froide des iris à l'élégance poudrée. » C'est propre. Il n'est pas poète. Mais le top du top, c'est toujours chez Hermès, un parfum qui s'appelle Iris Ukiyo-e. C'est un peu japonais. Mais c'est dans la collection Hermessence, et attention, ça vaut 245 € les 100 millilitres. Oui, il vaut mieux mettre de l'eau de Cologne, moins cher. Héléna, il a dit, le parfum délicat mais très présent oscille entre les notes de rose, de fleurs d'oranger et de mandarine, exprimées par petites touches impressionnistes. Moi, je trouve ça formidable, mais... Donc, sachez une seule chose, c'est que l'iris, vous pouvez faire ce que vous voulez, casser les rhizomes, etc., et vous sentirez strictement rien. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Pour cette histoire botanique, nous allons aborder un phénomène particulier du comportement végétal, à savoir le parasitisme. Alors si on sait que beaucoup de bactéries, les virus aussi, les champignons par exemple, vivent en parasites parce que ils sont vecteurs de maladies, que ce soit chez nous, chez les animaux ou chez les plantes, on ne pourrait pas forcément s'imaginer que des plantes, on va dire supérieures, que des plantes à fleurs, il y a aussi beaucoup de plantes sans fleurs, enfin, ou du moins qui n'en font pas, qui sont parasites, parce que, tout simplement, c'est une sorte de vie facile, le parasitisme. Ça vaut le coup. On trouve ça chez certains ados, effectivement, qui viennent piquer dans le frigo. J'ai des noms, mais bon, ça c'est autre chose. Sur les gymnospermes, par exemple, les gymnospermes qui sont les ginkgos, qui sont les conifères, qui sont les cycas, il y a une seule plante qui est connue en Nouvelle-Calédonie, parasite, elle s'appelle d'ailleurs Parasitaxus ustus, c'est un conifère. Parasitaxus, c'est l'if parasite, quoi, un petit peu. Et qui, alors c'est assez étonnant, lui, se développe sur une plante qui appartient à la même famille. Il s'appelle
Falcatifolium taxoides. Donc c'est aussi une sorte de taxus. Donc on est sur de la Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait particulier. C'est vraiment un parasite, il pense en symbiose? Certains botanistes, tu viens de dire le mot, se demandent si ça ne serait pas une symbiose et si, en fait, les deux plantes ne seraient pas, elles, infestées par un parasite, mais un mycélium, un champignon. C'est très très particulier cette histoire-là. Je voulais juste vous le dire pour que vous sachiez quand même que même dans le groupe des conifères, on peut en trouver un. Dans les parasites, on a deux catégories. Vous avez les hémiparasites, qui sont donc des plantes vertes qui ont de la chlorophylle, capable de faire de la photosynthèse et qui va prélever les substances nutritives dans la sève brute, puisque comme il est capable de faire la photosynthèse, il n'a pas besoin de sève élaborée. Ces hémiparasites vont utiliser l'azote de leur hôte pour se développer. Ceux que l'on connaît très très bien dans cette famille-là, ce sont les orobanches, qui sont des plantes assez particulières que l'on voit dans nos jardins parfois, des sortes d'épis jaunes qui sortent comme ça du sol, parce qu'ils sont greffés, entre guillemets, sur les racines. Vous avez les latréas. Ça vous dit quelque chose, latréa? Alors ça, on en voit parfois souvent. C'est tout violet, ça sort comme ça. C'est assez esthétique d'ailleurs. Il y a les rhinanthes, les euphraises aussi, qui sont des plantes plutôt esthétiques. Tu me disais au Cap-Vert, t'en connais un, toi? Ben oui, j'étais allé là-bas et je voyais cette plante des orobanches. Alors j'ai trouvé après, j'ai eu du mal à trouver. Heureusement, j'ai ma petite application. Et c'était surprenant parce qu'il n'y a pas de feuilles. C'est très joli, c'est grand, allez, comme ça, et il y en avait plein de sable. Tu te dis, mais et ça pousse sur quoi? Sur quoi? Ben oui. Et ça pousse sur des racines. Bon, souvent, c'est des racines d'arbres qui peuvent être très longues, parfois on s'en rend pas compte, donc elles envoient des petits suçoirs à l'intérieur des racines, et puis elles pompent tout simplement. La très clandestine, cette plante de la famille des orobanchacées, c'est peut-être une plante aussi carnivore. Alors, vous vous rendrez compte un petit peu de la complexité de plante, qui est à la fois parasite, et elle a une sorte de cavité centrale tapissée de glandes et qui semblerait piéger des insectes et même les digérer. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus là-dessus. Il y a des études qui se font, mais les crédits pour ce genre d'études sont quand même relativement faibles, donc ça va tout doucement. C'est pas nécessaire, quoi. Mais ce sont des plantes qui sont tout à fait étonnantes. En France, on a dans les laurentacées, qui sont des plantes aussi de ce domaine hémiparasite, on a Laurentus europaeus, qui est une plante de l'Italie et d'Europe centrale, qui est aussi dans le même esprit. Sinon, une plante très connue, mais qui est exotique, et qui est aussi hémiparasite, c'est le santal. Le bois de santal, ce bois qui sent très bon, qu'on a en Inde, on a des très beaux objets qui sont sculptés dans le Santalum album. Hein. Vraiment, on fait des très très belles choses, y compris d'ailleurs des choses moins jolies mais utiles là-bas, qui sont des bûchers funéraires. Pour les bouddhistes, on brûle les morts sur du bois de santal pour que le parfum de l'arbre les emmène vers le nirvana ou le paradis. Et les santalacées en France sont quand même représentés par une plante extrêmement commune. Qu'est-ce que c'est? Sur les arbres. Sur les arbres, le lichen? Carrément? Non. Le gui. Ah, le gui, mais oui, le gui, ça y est. Le gui qui est donc vraiment dans l'esprit hémiparasite, tout à fait exact. Il est chlorophylien et il est utile à l'arbre. Ah bon? Et le gui est utile à l'arbre? Mais oui, puisque comme il est chlorophylien, oui, il continue son activité photosynthétique pendant l'hiver, alors que la plante, elle, est débarrassée de ses feuilles, et donc continue, dans ces cas-là, à aider à l'alimentation de la plante pendant l'hiver. Si t'as trop de gui, il crève l'arbre, non? J'ai rarement vu des arbres mourir par excès de gui, ça les fatigue parfois, mais il y en a qui sont couverts et qui continuent à vivre vraiment. Les autres parasites sont ce qu'on appelle les holoparasites, qui sont des plantes non chlorophylliennes et qui vont donc pomper beaucoup plus de choses sur leur hôte, puisque comme elles ne synthétisent pas de matière nutritive, il va falloir qu'elles les piquent sur leur hôte. Donc ils sont plus dangereux. Voilà, à la fois de la sève brute, à la fois de la sève élaborée, et donc ça peut vraiment embêter les hôtes. Alors on avait parlé dans une précédente émission, un peu au début l'année dernière, du Rafflesia. Le Rafflesia qui est la plus grosse fleur du monde végétal, qui est totalement parasite. Elle parasite des tétrastigmas, qui sont des grandes lianes, et le Rafflesia est tellement parasite que, hormis la fleur, il a rien d'apparent. Tout est à l'intérieur de son hôte. Et uniquement lorsqu'il fait son bourgeon floral et sa fleur, on le voit sortir. Et ce que l'on connaît surtout, et qui peut être extrêmement embêtant dans les cultures, c'est la cuscute.
la cuscute qui fait des filaments énormes et qui enroule, s'entoure autour d'une plante et qui aussi crée souvent des problèmes sur les légumineuses. Et elle parasite souvent dans notre jardin les chrysanthèmes, les dahlias, le lierre. Et donc c'est une plante invasive et qui se développe très 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 vite. Heureusement, elle est un peu annuelle. On ne va pas aller plus loin que ça. Les parasites ont été développés dans certains bouquins et le monde du parasitisme est ahurissant de malignité, je dirais. Les solutions que parviennent à trouver les organismes parasites pour piéger, duper leur hôte, parce que l'autre, il n'a pas envie de parasiter. Il est sympa, lui. Donc, non, mais il se méfie. Il est capable aussi de mettre certaines barrières. Alors, on va trouver le moyen de le duper. Parce qu'en fait, le parasite, lui, il est capable de libérer des substances toxiques, des enzymes. Après, il va attaquer, il va faire des nécroses cellulaires, etc. Enfin, c'est terrible. Mais c'est vraiment intéressant. On y reviendra un jour ou l'autre. Je vous parlerai d'un bouquin qui m'avait enchanté, qui n'est pas sur les plantes, mais sur le monde parasitaire. Et vous vous dites, on est dans un monde de fous. Donc, on va essayer de revenir dans un monde un peu moins de fou, bien que, en terminant cette émission, j'espère que vous avez pris plaisir à la partager avec nous. On vous a raconté plein de choses, on vous en rencontrera encore beaucoup d'autres la semaine prochaine. Roland, merci. Merci à toi, Patrick. Merci d'être là, toujours sympathique et amusant. On avait aussi, tiens, derrière, là, il s'appelle Stéphane, il nous fait un son super. Miguel, il fait des films, il fait des photos, il fait du mixage, du montage, enfin, il fait tout un tas de trucs. En tous les cas, il est indispensable parce que c'est grâce à lui que vous pouvez voir notre émission en vidéo. Nicole, elle s'occupe de tout, elle regarde tout, elle fait aussi des petites images, elle nous développe un peu d'Instagram. Et puis, à ses pieds, eh bien, vous l'avez évidemment pas entendu comme d'habitude, elle s'appelle Perle, c'est notre mascotte, elle est endormie et elle a passé avec nous un bon moment. J'espère vous retrouver en grand nombre la semaine prochaine. Avec Roland, on vous dit très 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 bonne semaine de jardinage et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter.